Valentina Supino est avec nous à la librairie italienne de la rue du Faubourg Poissonnière à l'occasion de la présentation d'un livre de son père. Il s'agit d'un journal remontant à l'époque où les Juifs en Italie comme ailleurs étaient persécutés dans les années 40. Comment est née l'idée de publier ce journal? Alors l'idée ne vient pas tellement de moi. Mon père a été surtout un résistant. Il a été président de l'Institut de la résistance à Bologne et pendant 20 ans. Et pendant l'occupation allemande, il gardait cachés sous une tomate des petits calepins sur lesquels il marquait tout ce qui s'est passé. Il avait beaucoup d'informations du fait de la résistance. Et donc, il marquait où étaient arrivés les Alliés, qu'est-ce qu'ils avaient fait les partisans, etc. Et c'était assez compliqué parce que, moi je l'avais vu il y a longtemps et j'avais trouvé très compliqué parce que beaucoup de gens étaient sous un faux nom. Oui. Alors, une partie de ces journaux a été publiée sur Lettere ai compagni en 78 ou 80. Mon père était mort en 78, donc après sa mort, on lui a rendu hommage avec quelques extraits de son journal. Mais il y a quelque temps, Michele Sarfatti est venu à la maison et comme ça, en parlant, je lui ai montré ses calepins et il a trouvé que c'était d'un intérêt absolument extraordinaire et il a souhaité les publier. Ces calepins avaient déjà été vus par les professeurs Neri Cerneri, qui est les directeur de l'Institut de la Résistance à Florence et qui a publié avec la Regione Toscana le journal de l'occupation des 3 femmes, ma grand-mère, ma mère et moi, j'avais écrit aussi sur les souvenirs que j'avais de cette époque où j'étais une toute petite fille et qui m'avait paru une période assez inhabituelle pour une petite fille. Et donc j'avais vu beaucoup de choses et j'avais eu beaucoup d'impressions et c'était un peu, disons, la guerre vue par une petite fille. Et ces livres avaient été déjà publiés en 1995 et il avait eu les prix Mario Tobino. Et il a été réédité justement dans cet ouvrage de l'Institut de la Résistance à Florence. Et en effet, dans ce livre de Giulio Supino, qui s'intitule Diario della guerra che non ho combattuto, un italiano ebreo tra persecuzione e resistenza, c'est-à-dire journal de la guerre que je n'ai pas combattu, en italien juif entre persécution et résistance. Dans ce livre, on trouve des photos où l'on voit, entre autres, des images de Valentina Supino quand elle était même pas encore une jeune fille, quand elle était une petite fille, voilà. Donc ce sont des images délicieuses parce que en effet vous avez tout le charme d'une fillette de 8 ans, 10 ans, 12 ans, enfin dans ces eaux-là. Je tiens à remercier bien sûr Florence Rowe qui nous reçoit dans sa librairie et bien sûr Paolo Romani qui est avec moi a lu ce livre avec une grande attention et il avait quelques questions à vous poser bien spécifiques. Si je peux répondre? Oui, certainement. Non, moi je voudrais dire avant tout que ce livre, ce journal
de la guerre, que votre père n'a pas combattu. En tant que militaire. Bien sûr. Non, justement, c'est un peu un clin d'œil, oui. Parce qu'il l'a combattu en tant que résistant intellectuel. Mais c'est une mine précieuse d'informations sur cette époque et même, disons, un aspect de la guerre et de l'occupation qui est moins connu que d'autres, parce qu'il y a beaucoup de choses sur l'occupation de Rome, il y a beaucoup de choses sur l'occupation de Naples et la guerre à Naples, etc. Mais sur Florence, il y en a beaucoup moins, n'est-ce pas? Donc c'est très précieux, parce que non seulement le récit des événements, l'atmosphère très lourde, très sombre, mais aussi il y a une galerie de personnages, il y a beaucoup de personnages qui défilent là et qui sont des personnages connus, des personnages moins connus, mais enfin il y a quand même toute une... Donc c'est vraiment une mine précieuse. Mais alors moi, une chose qui m'a frappé, que justement je voulais vous demander votre opinion, c'est qu'au travers de ce livre, on a une image de l'Italie, enfin de Florence, de l'Italie et des Italiens, qui finalement détruit un peu le mythe. Il y a un mythe, n'est-ce pas? Italiani brava gente, les Italiens qui n'étaient pas antisémites, ou du moins pas d'une façon aussi radicale que les Allemands et même les Français. Bon, et quand on lit ce journal, on s'aperçoit que finalement, tous ces Italiens de Florence, comme ça dont parle votre père, eh bien, il y en avait beaucoup qui étaient antisémites. Oui, je ne pourrais pas répondre. C'est-à-dire que c'était l'époque, Florence occupée, elle a été occupée 11 mois, et c'est vrai qu'il y a eu la persécution des Juifs à partir du mois d'octobre quand même. Et c'est vrai que malheureusement, beaucoup ont été déportés, mais... nous, on a trouvé que le peuple de Florence a énormément aidé. Et a essayé d'aider. D'abord les couvents. Il y a eu un couvent qui a caché des juifs polonais, je crois, pendant très très longtemps, et qui malheureusement après quelqu'un a dénoncé, et donc il y a toujours eu les méchants. Et les bons, je veux dire, mais il y a eu les méchants qui dénonçaient, mais il y a eu beaucoup de gens. Il y avait un prêtre qui s'appelait Padre Cipriano, qui était un dominicain, qui a énormément aidé en cachant dans son couvent des familles, alors que c'était même pas facile pour lui de cacher des gens dans un couvent. Donc, je voulais dire une chose sur les titres. Il dit, parce que mon père était très italien, il avait fait la Première Guerre mondiale, et c'est voilà, de la Première Guerre, et il aurait voulu faire dans l'esercito italiano la deuxième, si la guerre n'avait pas été en alliance avec les Allemands. C'est ça qui l'a... Et donc c'est pour ça qu'il a mis ces titres, parce qu'il avait, lui, un projet d'écrire ses souvenirs. Alors quand on a retrouvé les calepins, on a retrouvé des notes d'avant, qui sont assez intéressantes, des années que vous avez peut-être vues, 39-40, oui. Parce que je crois que nous, on a été les seuls qui sont allés à Londres et qui sont revenus en Italie. Parce que tout le monde essayait de partir, alors que nous, on avait pu aller à Londres parce que mes grands-parents étaient anglais. Et puis mon père s'est senti trop italien, il n'a pas voulu rester et il est revenu. Il y a d'ailleurs le récit, c'est très intéressant. Il y a le récit de ce voyage
entre Londres et Florence, n'est-ce pas? En passant par Paris. En passant par Paris. Il y a des considérations sur les Anglais, n'est-ce pas, que votre père trouvait un peu trop froid, peut-être. Enfin, c'est très intéressant, justement. Et le récit aussi de ses rencontres avec quelques antifascistes émigrés ici en France, à Paris, n'est-ce pas? Et donc, c'est vraiment intéressant. Mais il y a aussi, n'est-ce pas, une autre chose qui m'a un peu frappé, c'est qu'il n'était pas toujours nécessairement tendre à l'égard des résistants, n'est-ce pas? Parce que parfois il exprime quelques critiques, n'est-ce pas? Il trouve que soit ils en faisaient trop, soit ils en faisaient pas assez. Enfin, il y a une phrase, par exemple, qui est assez étonnante à la Libération. Il dit, après la Libération, il dit, oui, les fascistes, à l'époque du fascisme, il y avait la manie des Juifs, et maintenant, les démocrates, ils ont la manie de l'épuration. Voilà, c'est assez étonnant, n'est-ce pas? Assez dur, oui. Assez dur. Oui. Mais concernant justement l'attitude antisémite en Europe, il faut bien sûr faire la différence entre le côté purement politique, c'est-à-dire il y avait une guerre, il y avait des alliances, et le côté, disons, profond, c'est-à-dire le sentiment profond des gens. Alors, à ce niveau-là, en effet, je ne crois pas que les Italiens puissent être comptés parmi les antisémites radicaux, Non. comme c'était le cas, par exemple, alors là je ne veux parler ni de la France ni de l'Italie, mais par exemple en Pologne, oui, les catholiques polonais étaient des antisémites convaincus. Ils avaient applaudi les troupes hitlériennes qui donnaient l'assaut aux quelques remparts de la présence juive à Varsovie, ceux qui essayaient de se cacher ou de se rassembler dans l'illusion de mieux résister à cette persécution. Là, il y avait un sentiment très fort dont certains intellectuels juifs polonais ont parlé à loisir et avec beaucoup de talent. C'est le cas de Polanski, par exemple. Oui, oui, tout à fait. Donc un juif polonais qui a décrit cette attitude des catholiques de son pays, auquel par ailleurs il reste très lié, parce que lui il est un fervent patriote polonais. Non, en Italie, franchement, il n'y avait pas ce sentiment. Il y avait plutôt, peut-être, dans certains cas, l'opportunisme. Oui, ça oui. L'opportunisme, oui. Mais oui, je suis d'accord. Qui avaient vu que le gouvernement italien avait signé une alliance avec l'Allemagne et donc essayé de louvoyer et de tirer les meilleurs avantages de la situation en place. Mais même Mussolini, je pense qu'il a fait les lois raciales pour séduire Hitler, parce que lui, je ne suis pas sûre qu'il était scientifiquement... personnel, il n'était pas... Voilà, parce que Margherita Sarfatti était sa maîtresse pendant de nombreuses années. Margherita Sarfatti, et d'ailleurs, ses maîtresses de la période avant la Première Guerre mondiale, quand il était socialiste révolutionnaire, tout cela démontre que les femmes juives ne le dégoûtaient pas du tout. Voilà. Non. Ça, c'est le moins que l'on puisse dire. Hein. Et franchement. Si je peux dire une chose, je dirais aussi que les juifs italiens sont très différents, n'ont rien à voir avec les juifs polonais. Parce que les juifs italiens sont extrêmement assimilés et ils sont des cultures catholiques. Et même si certains sont des religions juives, ils sont quand même des cultures catholiques. Mais voilà, vous avez parlé de la participation de votre père à la Première Guerre mondiale. Les Juifs en Italie ont été très intégrés au processus d'unité nationale, au Risorgimento, et c'était des patriotes, finalement. Oui. Et voilà pourquoi une partie d'entre eux était même fasciste, oui, bien sûr.
dans les années 20. Mais Ah oui. oui. Mais votre père était vraiment un patriote, n'est-ce pas? Parce que... Oui, il avait. Mais enfin, il a été antifasciste dès le début parce que ma mère était cousine des frères Rosselli, donc ça a été quand même le grand deuil de notre famille d'ailleurs. Mais parce le que patriotisme n'était pas le monopole des fascistes, justement. Non, donc, Évidemment. Et puis, ce que vous disiez avant, mon père était un esprit libre, donc si vous voulez, il n'obéissait pas aux diktats des partis. Oui, oui. Et donc, chaque situation, il la regardait de manière, comment dirais-je, personnelle. Bien sûr. Non, mais ce qui transparaît justement de son journal, c'est qu'intellectuellement, il était assez, comment dirais-je, anticonformiste. Enfin, Oui, très. il ne rentrait pas dans des catégories fermées, enfin, disons. Ce journal est très intéressant aussi pour ça. Pour ainsi dire, pour sa technique narrative, parce qu'il arrive à alterner des notes de vie quotidienne avec des réflexions politiques, avec des réflexions sur l'histoire que votre père était en train de vivre. Et en même temps, on voit bien qu'il n'est pas un professionnel de la politique. Donc, il a, le regard il a un regard citoyen, pour parler à la française. Oui. Disons, hein. Il n'a pas le regard de quelqu'un qui pense tirer des avantages de la politique. Il n'a pas été un politique de profession. Et il a cette attitude d'homme qui croit dans certaines valeurs, n'est-ce pas, et qui se retrouve dans un pays qu'il aime et qui a appris cette attitude anti-juive qu'il ne peut pas, bien sûr, partager. Mais il note dans son journal au début de plusieurs collègues qui lui ont manifesté leur sympathie, leur soutien. Je veux dire, il fait bien la différence entre ceux qui sont mal conduits et ceux qui sont... Et je voudrais dire une chose aussi, c'est que Michele Sarfatti a fait un travail extraordinaire parce que ces calepins n'étaient pas censés être publiés. Je veux dire que c'était des notes et de là, mon père aurait peut-être fait un livre. Alors que lui, d'abord, il a retrouvé tous les gens, ce qu'ils étaient devenus. Il met entre parenthèses déportés, fusillés, etc., etc. Et ça rend les livres beaucoup plus vivants et beaucoup plus compréhensibles. Autrement, bon, on serait un peu au milieu de nulle part. Oui, oui, bien sûr. Non, mais il y a aussi un autre aspect de ce journal, c'est qu'il y a un grand nombre d'observations qui concernent la vie quotidienne. Et pour ça aussi, c'est une mine précieuse d'informations, parce que ça montre vraiment comment on vivait. Par exemple, il y a de l'indignation pour les prix du riz, des pâtes, du beurre, de l'huile, enfin tout ça, parce qu'il y avait le marché noir, et les prix avaient flambé, n'est-ce pas? Il y a des notations comme ça. Il dit à un moment, 1 litre d'huile d'olive coûte 700 ou 800 lire, je crois, et en 1934, avec 500 lire, je faisais vivre toute ma famille pendant 1 mois, n'est-ce pas? Voilà, il y a beaucoup d'observations comme ça. Bien sûr. Non, c'est un livre très intéressant que nous conseillons aux visiteurs de notre site. Je rappelle le titre: Giulio Supino, Diario della guerra che non ho combattuto, un italiano ebreo tra persécuzione et resistenza. Une dernière question pour la fille de l'auteur, c'est-à-dire comment a-t-elle vécu à titre personnel, comment avez-vous vécu cette période où vous étiez petite, mais tout de même vous aurez des souvenirs. Oui.
J'ai beaucoup de souvenirs. J'avais 7 ans et si vous voulez, quand je n'ai eu 40 ou 45, j'ai eu envie, c'est pour ça que j'ai écrit aussi un livre, justement de revenir à cette période. Et je vous avoue que je ne savais pas si tous mes souvenirs étaient vrais. Parce que la mémoire, avec le temps, se modifie. Elle n'est pas une chose figée. Donc je me disais, peut-être, je ne me souviens pas très bien, je me souviens de ci, de ça. Et après, quand j'ai trouvé le journal de mon père et de ma mère, je me suis aperçue que mes souvenirs étaient exacts. Parce que probablement c'était une période tellement... J'avais les sentiments, la sensation que c'était une période tellement importante que j'ai retenu, et puis j'essayais de comprendre, parce qu'on me disait rien. Et moi, j'étais toujours en train de comprendre, d'essayer d'écouter, de comprendre ce qui s'est passé, parce que je veux dire, j'imaginais des choses. Par exemple, le livre, celui des 3 femmes, a été présenté à Bologne. Il y avait Carlo Ginzburg. Oui. Et alors, on a parlé un peu. Carlo Ginzburg est un historien italien très important, fils de Nathalie Ginzburg, auteur de romans traduits en français que le public français aime presque autant que le public italien. Voilà. Et donc, lui me disait que quand il a été caché et qu'on lui a donné un faux nom, on lui a dit qu'il avait 5-6 ans, il avait à peu près mon âge. Et pour lui, ça a été un grand traumatisme. Alors, vous voyez comment joue l'histoire familiale. Pour moi, quand mon père m'a dit qu'on s'appelait plus Supino, mais Serpino, et ça pour une raison très simple, parce que c'était facile à changer sur la carte d'identité. Ah oui. Et c'est pour ça. Vous falsifiez là. Voilà. Et moi, j'ai pensé qu'on était des gens très importants, parce que je me souvenais des récits de ma grand-mère qui disait que Mazzini était mort chez eux sous un faux nom. Donc, quand on a un faux nom, c'est qu'on est des gens importants. Oui, bien sûr. Et alors, petite fille, ça ne m'a pas traumatisée. Au contraire, j'en étais très fière d'avoir un faux nom. Alors, c'est là où on voit que ce n'est pas seulement les circonstances qui jouent, mais c'est l'histoire familiale pour un enfant, bien entendu. Mais de toute manière, il est certain que pour un enfant, le fait d'être persécuté par des soldats étrangers qui souhaiteraient le déporter, c'est incompréhensible. Moi je me souviens très bien des souvenirs de mon père, des récits d'un enfant notamment bien précis qui avait vécu chez mon père à l'époque de la guerre. Et en effet, pour un enfant de cet âge-là, comment lui expliquer quelle raison, je ne veux même pas dire humaine ou politique, mais quelle raison on peut lui donner pour justifier cette poursuite de la part de... Alors, pour moi, c'était un peu plus facile parce qu'on était des opposants au régime. Ah oui. Donc même avant les lois raciales, on était persécutés. Les facteurs ouvraient nos lettres. Et on me disait, pauvre petite d'une famille qui n'est pas inscrite au fascisme. Oui, et je crois que peut-être c'est ça qui m'a marqué le plus. Et qui paradoxalement vous a aidé. Et qui m'a aidé, oui. Parce que si d'une part, si vous voulez être les deux, juifs et résistants, augmenter les dangers, de l'autre, si vous voulez, ça justifiait un peu la persécution en quelque sorte. Au moins aux yeux d'un enfant, si vous voulez, qui à 7 ans, si vous voulez, on est des opposants au régime, donc ils nous en veulent. Et c'est ça. Et je pense que les persécutions et la déportation, je pense que même mon père ne savait pas ce qui s'est passé quand on était déportés. Il disait, il semble qu'ils nous font des choses terribles, mais je crois que très peu de gens savaient exactement ce qui s'est passé dans les camps de concentration.
Voilà, donc un livre fort intéressant. On a écouté un témoignage très intéressant aussi. Et donc, merci. Merci. Grazie, Grazie. grazie Valentina Supino.